Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Média Pro qui parle de cinéma, d'audiovisuel, mais également de médias. Alors ce soir, on va délaisser un petit peu le Festival de Cannes et le cinéma et revenir un petit peu à notre dada qui est la presse. Et ce soir, on va consacrer cette émission à la presse électronique. Pour animer cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir, bien sûr, nos deux experts, Faisal Mataoui et Reda Herash, mais également un des éditeurs justement de sites électroniques, Hassan Namara, éditeur du site Times Algérie, mais également éditeur de la revue Injazat. Bienvenue, messieurs. Alors, avant de commencer le débat, il y a eu cette semaine, dans le cadre d'un projet, un projet qui a été voté ou adopté un petit peu en Conseil des ministres, qui était un projet visant et définissant les règles générales relatives au marché public, à l'adoption de la presse électronique accréditée comme un nouveau mécanisme de publication des marchés publics. Alors, messieurs, est-ce que cela veut dire que les médias électroniques vont se placer à la même hauteur que la presse écrite ? Ils n'ont pas la même hauteur, mais c'est aussi une forme d'aide de l'État, parce que c'est une décision derrière ça, lui. Pour être plus concret, c'est de la publicité en plus pour les médias électroniques. Absolument. Déjà, en attendant qu'il y ait une loi sur la publicité, j'espère qu'elle aura lieu, parce qu'elle va clarifier un peu les règles en matière de réclame et de publicité. Mais comme les marchés publics, c'est à longueur d'année, et comme c'est généralement publié par les journaux, la presse écrite, le fait d'ajouter la presse électronique, c'est une manière aussi de soutenir cette presse, parce que cette presse a besoin de soutien, notamment, pas direct, mais disons à travers la publicité, puisque les médias ne vivent que par la publicité. Les journaux vivent avec la vente des journaux et avec la publicité, mais les sites électroniques uniquement par la réclame. Et je pense donc je pense que c'est une décision qui va dans le sens du renforcement de la consolidation d'un contenu médiatique national à travers les sites électroniques, qu'ils soient en arabe ou en français, en attendant qu'il y ait des sites aussi qui s'expriment en langue tamazight. C'est une bonne chose, puisque la presse a besoin d'être renforcée en cette période très difficile, vous le savez, sur le plan international. En même temps, même une presse nationale qui peut s'exprimer en langue anglaise, n'est-ce pas, Hassan Tamara, qui a un site qui s'appelle Times Algérie. Alors justement, Times, qui veut dire Times Magazine ou New York Times, je sais que votre référence pour les médias américains était importante pour ce paysage nouveau, même la calligraphie justement le logo du site, c'est un petit peu comme le New York Times. New York Times, exactement. Voilà, exactement. Donc à la création en 2017. Vous avez été influencé, quoi. Oui, en fait, j'avais quand même le logo de New York Times pour un peu concevoir le logo de Times Algérie, qui est un site électronique algérien. Mais je voudrais revenir. Qui a commencé quand ? En 2017. 2017, ok. Oui, au même titre que le magazine Injazat, qui est un magazine mensuel, papier. Donc j'ai pris les deux modèles, le magazine papier, puis le site électronique, parce que c'était un petit peu à la mode. En fait, on ne peut pas échapper à ça. D'où la réflexion du pouvoir public d'avoir un clin d'œil justement tout ce qui se fait sur la toile, parce que les sites électroniques, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Donc l'intérêt est là. Donc la presse électronique existe, est une réalité. Donc il fait partie du paysage médiatique national. Et donc les pouvoirs publics ont pris conscience de ça et ont tenu à prendre en considération cette donne. Et du coup, il y a l'élaboration d'un projet pour aider et soutenir la presse électronique. Donc, dans l'avènement de permettre à la presse électronique de bénéficier de la publicité publique, il n'y a pas que la presse électronique qui est gagnante, parce que à travers ça, il y a aussi la partie, donc les entreprises ou bien les entreprises, l'entité publique qui émet les offres, les appels d'offres, parce qu'à travers un site électronique, on peut accéder à travers les 58 wilayas du pays en un clic. Donc, contrairement à la presse. Alors, pour bénéficier justement de cette, disons,
ce soutien financier qui est non négligeable, il faudrait qu'il y ait un domaine point des aides. Je rappelle, aujourd'hui, en 2022, il y a eu 150 sites point des aides. Aujourd'hui, en 2023, il y a plus de 170 et le chiffre peut être en progression jusqu'à 200 sites point des aides. Mais est-ce que justement le point des aides va avantager le référencement, la position justement des sites algériens dans le monde, dans la sphère un petit peu médiatique digitale? Pas avec le temps, parce que c'est tout nouveau. Parce que la plupart des sites, vous pouvez être référence au décret qui a été publié, décret exécutif en décembre 2020, tout à fait, oui, sur le point des aides. C'était à l'époque de l'ancien ministre Ammar Belhimar. Il y a le point des aides, le référencement aussi, l'hébergement en Algérie, la domiciliation en Algérie. Oui. C'est un peu compliqué, parce que techniquement c'est un peu compliqué, mais il faut aller vers ça, parce qu'il faut aussi qu'on soit sécurisé sur ce plan, parce que quand vous êtes implanté ou domicilié en extérieur, il y a toujours des risques. Des risques, notamment, vous êtes exposé à beaucoup de choses, notamment du hacking, etc. Cela ne veut pas dire qu'on n'est pas exposé en Algérie, mais disons, si on veut avoir un contenu médiatique national, il faut que tout soit réglé sur le plan réglementaire, sur le plan technique, sur le plan financier, etc. Et ce décret de 2020, décembre 2020, est venu combler un vide. Parce que vous savez que la loi sur l'information de 2012 a porté sur la presse électronique. Mais le décret exécutif qui permettait donc d'encadrer, si vous voulez, de réglementer ce secteur n'a jamais eu lieu. Donc il a fallu attendre 8 ans pour qu'il y ait ce texte, en attendant évidemment qu'il y ait une nouvelle loi. Parce que vous savez qu'il y a un projet de loi sur la presse écrite et électronique. On a séparé la presse audiovisuelle de la presse écrite, bien que la presse électronique est également une presse audiovisuelle, parce qu'il y a beaucoup de sites qui utilisent la vidéo. Qui utilisent aussi les podcasts, l'audio, etc. Donc, mais quand on a une loi, c'est mieux que de ne pas avoir. Et donc, je pense que la prochaine loi va encadrer beaucoup de choses et permettre donc aux médias de travailler dans un peu... Excusez-moi Faisal, vous qui avez quand même, je rappelle que vous étiez ancien journaliste de l'Ouatan, mais vous avez travaillé dans TSA, le site Tout sur l'Algérie, qui a été l'un des premiers médias lancés en 2007, l'un des premiers médias électroniques. À l'époque, je me souviens, en 2007, personne ne croyait dans cette presse électronique, mais à partir de 2011 et 2012, cette presse, et notamment TSA, s'est imposée sur le paysage médiatique, décrochant des interviews, des déclarations exclusives de responsables, etc. Il concurrençait directement les médias de la presse écrite. Absolument, parce qu'il fallait être visionnaire à l'époque. Les frères Lounis et Hamid Gamache, qu'on salue, qui ont lancé l'entreprise, et savaient très bien que la presse électronique, l'avenir allait lui appartenir. Ça ne veut pas dire que la presse écrite va disparaître. Vous savez que Hassan a cité le New York Times. Le New York Times a un des meilleurs sites électroniques au monde, parce qu'il est très diversifié et parfois il est un peu indépendant du contenu écrit. C'est la même chose pour le Los Angeles Times, pour le Washington Post, pour Guardian, pour les indépendantes ou le Monde ou les autres médias dans le monde. Les sites électroniques sont en renforcement de la presse écrite, mais seulement, comme Hassan l'a souligné, il y a aussi la rapidité. Parce que le site électronique il est très rapide, c'est un média rapide, comparé aussi à la radio, qui est aussi un média rapide. D'où cette décision des autorités de placer les marchés publics dans les sites électroniques, parce que je pense que le gouvernement a constaté qu'il y a beaucoup de retard. Parce que quand on fait une annonce dans un journal qui apparaît, qui n'a pas une grande distribution nationale, parce que vous savez que les réclames qui sont placées dans les journaux écrits, comme le Ouatan ou comme le Soir ou l'Expression, ne sont pas repris sur le site. D'où parfois l'annonce elle est infructueuse, il n'y a pas de réponse. Souvent. Donc ce recours aux médias électroniques est excellent parce que ça va un peu accélérer la machine dans le marché public. Rita Harirache, quelle place a aujourd'hui la presse électronique dans le paysage médiatique algérien? Ça se développe rapidement. C'était encore embryonnaire jusqu'en 2010-2011, à l'exception du site Tout sur l'Algérie. Les Algériens se contentaient essentiellement de jeter un coup d'œil sur la presse électronique qu'ils pouvaient donc avoir un peu partout dans le monde. Mais à partir du printemps arabe, de plus en plus des contenus typiquement algériens sont proposés, notamment aux ressortissants de notre pays, afin de leur indiquer ce qui se fait sur place.
même si ça a mis du temps à se mettre en place, mais avec la mise en place d'une réglementation et avec des acteurs économiques de plus en plus impliqués via la publicité pour soutenir ces nouveaux acteurs, il est indéniable que la presse électronique va jouer un rôle très très important et de plus en plus dans les années qui vont venir. Alors, nous avons avec nous l'une des femmes qui avait lancé un site électronique au début des années, au milieu des années 2000, mademoiselle Yasmine Bouchen, vous êtes avec nous? Oui, je suis bien là. Yasmine Bouchen, je rappelle que vous êtes l'éditrice du site Viniculture, le premier site de la culture lancé en Algérie et qui a une audience extraordinaire à travers le Maghreb, mais aussi à travers le monde. Aujourd'hui, Yasmine Bouchen, que je rappelle, vous étiez aussi journaliste à Al-Watan, vous avez commencé cette expérience. Quelle était la perspective réellement à l'époque? La perspective, en réalité, c'était surtout de créer une alternative aux médias traditionnels, en particulier l'écrit, parce que l'écrit fait que les gens vont entendre qu'ils aient information le lendemain et qu'aujourd'hui, c'est l'heure de l'instantané, et c'était aussi le cas il y a 10 ans déjà. Donc, les gens ne veulent plus nécessairement attendre l'information et ne pas la chercher non plus. Ils veulent que l'information vienne à eux. De ce fait, l'idée pour nous, c'était justement de réduire ce temps d'attente et faire en sorte que l'information soit disponible tout de suite et qu'elle soit crédible aussi. Alors, vous êtes un petit peu l'une des premières éditrices de sites spécialisés dans la culture. Il n'y avait pas beaucoup de contenu, mais vous avez axé surtout sur les activités de la culture en Algérie avec quelques portraits, quelques reportages. Est-ce que par la suite, le site s'est développé? Aujourd'hui, vous faites des vidéogrammes, vous faites des vidéos, des reportages. Est-ce qu'aujourd'hui, pour avoir un site très attractif, comme on dit dans le jargon Internet, très responsif, être très présent sur tous les médias sociaux? Oui, évidemment, les médias sociaux, comme vous le dites d'ailleurs, justement, et je le dis souvent également, les réseaux sociaux sont devenus des médias sociaux à part entière. Et l'idée, c'est effectivement de les investir et de faire en sorte également d'être bien référencés sur les moteurs de recherche et surtout, à mes yeux, de sans cesse innover. C'est-à-dire que ce serait très facile de se reposer sur ses lauriers, mais l'idée, c'est surtout de pouvoir faire en sorte de suivre les tendances et vraiment donner au public ce qu'il attend. Merci Yasmine Bouchen, restez avec nous. On va continuer le débat sur justement l'importance des médias sociaux dans le relais des sites électroniques aujourd'hui. Pour qu'un article soit lu, et il a plus d'audience qu'un article sur papier, il faut qu'il soit relayé soit sur les réseaux Facebook ou Twitter. Effectivement, donc l'avènement de l'Internet, vous savez, l'Internet, c'est un support. Oui. C'est un support et qui permet de contenir tous les modèles de la presse. Et l'Internet, on peut mettre une vidéo, un texte, une image. Donc les trois supports, ils sont supportés par Internet. Donc j'avais eu l'occasion de faire un stage aux États-Unis dans le cadre d'un programme pour la presse. En quelle année? En 2018. Et il y avait déjà cette réflexion d'accompagner la presse écrite par le relais réseaux sociaux. Même il y avait en fait il y avait même le statut de journaliste qui était un petit peu remis en cause. Parce qu'on a posé la question à Maryland, quels sont les critères d'être journaliste? What are the criteria to be a journalist? Avant, dans la presse traditionnelle, les critères, c'est d'avoir une carte de presse affiliée à un journal. Et aujourd'hui, quels sont les critères d'être journaliste? Justement, il y a débat. Donc, il suffit de connaître, d'avoir la maîtrise de la langue, d'avoir le support, l'outil, et là, vous pouvez exercer l'influence, vous pouvez diffuser l'information. Parce qu'au fait, le journaliste, c'est quoi? Le journaliste, c'est diffuser, rapporter, diffuser. L'information, voilà, l'information objective, vérifiée en temps réel. Donc aujourd'hui, s'il y a un accident de la route,
accident de la route, il y a quelqu'un qui n'a pas fait forcément l'école de journalisme, il assiste à l'accident, il peut filmer, mettre sur un réseau social la vidéo de l'accident, exprimer, peut-être même avoir la protection civile à côté, une déclaration, et avoir même la déclaration des victimes sur place. Et vous savez quel impact aura sur le plan de l'information, contrairement aux médias traditionnels qui sont obligés d'attendre, d'envoyer le journaliste avec le photographe, accompagné de son photographe, être sur les lieux, donc prendre contact avec le responsable peut-être de communication de la protection civile, des familles des victimes, rapporter tout ça, revenir à la rédaction, rédiger et attendre l'apparition, en fait l'impression du journal et l'envoyer le lendemain. Donc c'est à peu près toute cette différence. Mais un détail à mon avis qui est très important parce que les gens pensent que le média électronique n'a pas besoin de moyens. Alors c'est le contraire. Parce que pour rapporter... Mais il n'a pas besoin des mêmes moyens que la presse écrite. Oui, mais en fait, il a besoin beaucoup plus de moyens que la presse écrite. Ouais. Parce que pour rapporter une information en temps réel qui se déroule en fait à travers le territoire national, si on prend des médias, d'un média national qui s'intéresse à l'actualité nationale, il faut avoir quand même des correspondants un peu partout, et avec des outils qui permettent, en fait, des technologies qui permettent la transmission de cette information. Donc, vous voyez à peu près les moyens financiers qu'il faut dépenser. Pour l'information, il parlait de la rapidité de l'information. Juste une question, messieurs. Justement, en parlant du statut du journaliste de la presse électronique, aujourd'hui, il y a tout un débat là-dessus. Aujourd'hui, on reproche un petit peu à certains éditeurs, on dit bien éditeurs, hein, pas directeurs de publication, éditeurs de la presse électronique, de ne pas être des journalistes de formation, d'être venus comme ça, des blogueurs, des youtubeurs qui sont devenus plus tard des influenceurs, exactement. Aujourd'hui, les références de la presse écrite n'existent pas sur un site électronique. Je vous cite un exemple. Par exemple, il n'y a pas d'édito, il n'y a pas de chronique, il n'y a pas de reportage, pas trop d'interviews. Aujourd'hui, les sites électroniques, c'est beaucoup plus de l'info et l'info directe, comme on dit, ou l'info trash. Mais c'est-à-dire, Hassan parlait du journaliste citoyen, ce qu'on appelle le journaliste citoyen, mais il faut toujours être prudent, parce que généralement, lorsqu'un citoyen rapporte une information, parce qu'il n'est pas journaliste, il y a toujours des mécanismes de vérification, de checking qui sont faits par les médias traditionnels. C'est pas tous les sites qui font ce genre. Oui, mais généralement, on vérifie. On ne peut pas donner directement une information qui peut s'avérer fausse. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'infox, beaucoup de fausses informations et beaucoup de fake news. Tout à fait, le fake news fait fureur. Qui circulent rapidement sur l'Internet, sur les réseaux sociaux notamment. Les réseaux sociaux sont un support de médias. Je ne suis pas d'accord avec Yasmine Bouchen. C'est un support de médias. Il ne peut pas être des médias. Sauf si, par exemple, le compte Twitter de New York Times ou de Al24 News, on sait que c'est un compte de la chaîne Al-Ghabat. Donc, ce que dans cette chaîne est vérifié. Et lorsqu'il s'agit d'une personne, évidemment, on doit vérifier. Mais effectivement, aujourd'hui, le monde a évolué, le contenu média a évolué, c'est plus les journaux. Il y a beaucoup de rapidité, même les journaux sont entrés en concurrence, parce que quand vous avez un journal comme El Watan ou comme New York Times ou Le País en Espagne, où quand il y a une information qui arrive, quand il y a par exemple un accident de train, le journal va donner les détails sur son site internet. C'était le cas dernièrement par exemple en Inde, où on a toutes les informations sur le site des journaux, y compris notamment en anglais. Et le lendemain, les détails, c'est sur les journaux. Donc, avec des reportages, avec des photos, etc. Donc, même les médias traditionnels sont adaptés aussi à la nécessité d'être rapide, d'être spontané. Parce que Yasmine parlait de spontanéité. Effectivement, la spontanéité est assez importante. Vous avez parlé du Festival de Cannes. On ne va pas attendre le journal du lendemain pour savoir le palmarès. On le donne tout de suite avec des détails. Instantané, avec un site comme Brut qui a faisait des lives en direct, avec les stars, etc. Donc, il y a cette nécessité de rapidité, mais rapidité qui, bien sûr, doit être soumise aux règles du journalisme. Maintenant, les sites électroniques n'appliquent pas réellement ce que fait la presse écrite, parce que la presse écrite, les textes sont plus longs, les reportages sont plus longs, les interviews sont plus longs, mais il y a, par exemple, des journaux qui choisissent par exemple, vous avez fait une interview avec une personnalité, un président ou une star du football, Benzema qui va partir en Arabie Saoudite, par exemple. Si vous faites une interview et quitte le Real Madrid,
pour ses supporters. L'info est tombée sur les sites avant de tomber sur les JT. Partout. Maintenant, s'il y a une interview de Benzema, un journal, par exemple, choisit une déclaration, il la met sur son site et le détaille dans le journal. Il renvoie vers le journal quand il y a des va-et-vient entre l'édition papier et l'édition électronique. Est-ce que justement la rapidité de la diffusion de l'information va impacter sur l'importance d'un média traditionnel ou classique aujourd'hui? Vous avez travaillé dans la presse écrite, une information qui tombe un mercredi soir à 20h, elle n'est publiée que plutôt à jeudi après-midi ou jeudi matin. Elle est publiée que le samedi matin. Donc on a tout le week-end où les journaux ne sont pas imprimés, qui impactent un petit peu sur la qualité ou sur l'importance de la diffusion de l'information. La seule exigence à ce moment-là, c'est de rapporter un plus. Un journal qui ne paraît pas le vendredi. Certains journaux, je cite par exemple l'Expression dans laquelle j'ai bossé, même si le week-end il y a une information importante, elle est déposée sur le site. Oui, elle est déposée sur le site. Et les deux premiers journaux classiques qui utilisaient leur site comme information nouvelle, c'était Liberté, l'Expression et même Al-Watan à un certain moment. Absolument, mais les journaux doivent aussi segmenter ou savoir qui sont leurs lecteurs. S'actualiser en fait. S'actualiser, mais en même temps savoir qui sont leurs lecteurs. Parce qu'il y a des lecteurs, par exemple, en Algérie. Parce qu'une info peut être dépassée en heure. Mais le journal peut rapporter un détail. Par exemple, plus une information sur Benzema, par exemple. Ou une autre information. Le journal peut donner le brut, il le donne sur son site et il détaille. Il fait parler des experts, il fait interviewer les gens, les personnes intéressées. Ce qu'il est en train de développer, Faisal, donc le média traditionnel, quand il se sent qu'il est dépassé par l'information qui est déjà diffusée sur des sites électroniques, il peut rebondir sur l'information en rapportant une plus-value. Par exemple, on parle de la loi de finances 2023 qui est votée par le Parlement un jeudi. Donc la plupart des médias traditionnels, presse papier, n'apparaissent pas en vendredi. Donc il faut attendre samedi. Donc le samedi, les médias traditionnels peuvent ramener des experts pour décortiquer cette nouvelle loi de finances de 2023. Donc c'est un plus qui puisse intéresser le lecteur. Alors, il y a eu quand même des expériences ratées. Je cite par exemple l'exemple d'Al-Watan qui avait lancé une initiative très intéressante en 2014, si tu te souviens, Faisal. L'édition week-end. Pas l'édition week-end. Ils avaient fait une édition sur le site importante pour l'élection présidentielle de 2014. En prenant minute par minute les directs, ce qu'on appelle les lives sur le site. Après, passer cette période, le site d'Al-Watan n'a pas fait le suivi, il a eu beaucoup de succès à l'époque. Il avait même dépassé TSA, qui était au sommet de son apogée. Et par la suite, il n'y a pas eu de suite, malheureusement. De suite sur cette expérience. C'était véritablement le grand virage d'Al-Watan à l'époque. C'est une bonne expérience parce que moi-même, j'étais dans l'équipe qui a travaillé sur en 2014. En 2014, et on travaillait beaucoup avec le téléphone. On participait dans Je me souviens, lors des conférences de presse, on envoyait au fur et à mesure les déclarations des candidats à l'époque, les candidats qui étaient donc, à l'époque avec leur soutien, etc. Les déclarations, ils tombaient au fur et à mesure. C'était des lives. Et beaucoup de sites le font actuellement, si vous remarquez. TSA le fait. Lors du Festival de Cannes, pour citer cet exemple. Oui, bon, Festival de Cannes, tous les médias le font. Y compris les médias traditionnels, comme tout à fait. Par exemple, LCI ou par exemple, Le Monde, ou les autres. Mais aujourd'hui, j'ai remarqué, par exemple, puisque vous citez le Festival de Cannes, par exemple, le palmarès, on ne le met pas sur le site. On le met sur Twitter, sur le compte Twitter du média. Du média. On ne le met pas. Parfois, c'est le Twitter du média qui est privilégié avant le site. Oui, parce que ça dépend de l'audience. Mais le Festival de Cannes, par exemple, lui-même aussi donne de l'information. Parce que le site, il donne des informations. Il concurrence déjà les autres médias. Parce que c'est un grand festival. Il communique en plusieurs langues. Et donc, la rapidité et la concurrence, il y a beaucoup de concurrence sur ce plan. Bon, il y a des choses où il n'y a pas de concurrence. Quand on proclame un palmarès, la Palme d'Or qui a été donnée à Justine Trier, c'est la rapidité qui intervient. Qui est le premier qui donne? Mais généralement, puisque c'est en live, la concurrence tend. Maintenant, vous avez parlé des journaux, par exemple, jeudi. Moi, par exemple, j'ai suivi le palmarès sur Twitter. Sur Twitter ou même sur Facebook, c'était en live. Sur Instagram Facebook aussi, enfin, mais Twitter beaucoup plus. Mais, messieurs, je voudrais un petit peu revenir, si vous permettez, Reda Harirash, sur le plan réglementaire aujourd'hui, où en est la presse électronique algérienne. On en a parlé, il y a eu des décisions. La loi de l'information
n'est pas réglementé, n'est pas appliqué sur le terrain. Aujourd'hui, les journaux électroniques ont une déclaration, mais ils n'ont pas d'agrément. C'est parce qu'elle continue encore à se chercher, cette presse. Il faut savoir que son rôle pour le moment, c'est de fournir une information, c'est-à-dire elle est plutôt davantage dans le rôle de veille, où les gens qui sont à la recherche d'une information, le plus rapidement possible, cette information leur est servie. Mais par la suite, lorsqu'il s'agit d'analyser cette information et de lui donner une certaine pertinence, c'est toujours la presse écrite qui prime, et on le voit notamment lorsqu'il s'agit des activités politiques, qui sont beaucoup plus consistantes, même ailleurs dans le monde, lorsqu'on a besoin d'analyser le contenu, de voir comment les adversaires se jaugent, ben les gens ils ont tendance à ce moment-là à regarder davantage vers la presse écrite qui, elle, a des règles qui sont beaucoup plus établies que la presse, disons, électronique chez nous, qui se cherche toujours, et je pense que ça va durer encore pendant un petit moment. Hassan et Namara, vous avez un magazine qui bénéficie de la publicité publique et vous avez un site électronique qui bénéficie de temps en temps d'une bannière publicitaire. Aujourd'hui, le magazine est beaucoup plus administré, c'est-à-dire sur le plan administration est beaucoup plus réglementé, avec un registre commerce, avec une fixalisation, etc., etc. Aujourd'hui, est-ce que le site électronique est réglementé sur le plan administratif? Écoutez, il y a ce qu'on appelle dans le nouveau, il y a un nouveau code pour le registre commerce pour la presse électronique. Aujourd'hui, est-ce qu'il est appliqué pour tous les médias? Aujourd'hui, en fait, pour le magazine Injazet, qui est un mensuel édité par la même entreprise qui est eulcomfort.com, qui gère en même temps le site électronique Times Algérie. Ouais. Donc, sur le plan administratif, il n'y a aucun problème. Elle existe réellement. Voilà. Mais après, commerce, voilà. Mais après la nouvelle loi, on nous exige d'avoir un code du commerce électronique. Très bien. Donc, dans le registre de commerce qui est appliqué pour ce qu'on appelle une agence de communication. Exactement, une boîte de communication. Il faut avoir justement un registre de commerce, en fait un code de commerce électronique qui vous permet justement de bénéficier de la pub publique. Exactement, non, même avec le privé, donc vous ne pouvez pas faire passer une facture si vous ne bénéficiez pas de ce code de commerce électronique qui vous permet justement de faire la transaction avec qu'elle soit le public ou le privé. Voilà, avec une entreprise publique. Aujourd'hui, les sites électroniques ont ce qu'on appelle une déclaration au niveau du ministère de la Communication, mais pour l'agrément, ce n'est pas encore réglementé. Ce n'est pas encore mis en place. Il y a encore, mais c'est en cours, quoi. Il y a un agrément qui est délivré par le ministère de la Communication pour les sites électroniques. Ah bon, donc il y a un agrément réel. Il y a un agrément. Pas le récépissé de dépôt de dossier. C'est ça, non, mais ce qu'on appelle un agrément, en fait, un système déclaratif. Voilà, un système déclaratif. Donc c'est le récépissé qu'on dépose le dossier. Voilà, c'est ça. Provisoire, mais en fait, on demande toujours un code du commerce électronique pour justement légaliser toutes ces transactions avec les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. Donc, c'est ce qu'il faut clarifier. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le certificat du CERIS d'avoir le nom de domaine .dz. Oui, non, mais c'est ça. Au préalable, avant d'avoir l'agrément, du ministère de la Communication, au préalable, il faut avoir le domaine .dz. Donc ça, c'est des exigences du dossier administratif. Et après, quand on passe à la publicité ou bien aux transactions, on exige un code du commerce électronique qui vous permet d'établir la facture pour une publicité avec soit une entreprise publique ou une entreprise privée. Je crois dans le code, dans le projet du dernier Conseil des ministres présidé par le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, justement c'était dans l'objectif de faciliter
l'activité justement Ils vont bénéficier justement du nouveau mécanisme de publication des marchés publics. Exactement. Et puis les appels d'offres et tout ça. Exactement. Les appels d'offres jusqu'à présent, ils sont exclusivement dédiés à la presse écrite. Dédiés à la presse écrite. Donc, même pas pour les revues. Hein. Non, mais les revues, ce qu'on appelle les revues ne bénéficient pas des marchés. Non, les revues, ce qu'on appelle les périodiques. Les périodiques. Dans ce cas, ils sont définis dans le code, en fait, dans le jargon, dans le code de l'information de 2012 comme étant des périodiques. On est complètement exclu de toute aide et d'accompagnement de l'État. D'accord. Donc, tous les périodiques, qu'ils soient des hebdos ou des magazines, des mensuels, ils sont complètement exclus de l'aide et de l'accompagnement de l'État. D'accord. D'où, peut-être, l'importance, la nécessité aussi de faire un clin d'œil à ces périodiques qui sont aussi... qui font partie aussi du paysage médiatique. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi définir c'est quoi un journal électronique. Parce que souvent, il y a des confusions avec des blogs, parce que le journal électronique doit respecter les règles du métier du journalisme, parce qu'un journalisme, il a ses règles. Parce que, pardon, il y a eu beaucoup de propositions de loi, de projets sur la presse électronique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque réellement pour, disons, généraliser cette presse électronique, lui donner les moyens de se développer et aussi de s'installer il faut une ossature réellement. Une ossature législative. Parce que un décret exécutif, il peut être sauté à n'importe quel moment. Je parle du décret de décembre 2020. Et maintenant qu'il y a une loi sur la presse électronique et la presse écrite, ou plutôt la presse écrite et la presse électronique, qui définit c'est quoi un journal électronique ou numérique. On parle de presse digitale, parce qu'il y a beaucoup d'expressions, qui évoquent aussi la création d'une autorité de régulation, parce que nous avons besoin d'une autorité de régulation qui soit valable pour la presse écrite ou la presse électronique. La loi prévoit aussi, je pense, la création d'un organisme de vérification et d'authentification, parce que ce n'est pas n'importe qui va dire je suis un site électronique, j'ai de l'audience, parce qu'il faut aussi mesurer l'audience, que ce soit, Hassan a parlé des périodiques pour les périodiques ou aussi pour les sites électroniques. Je ne vais pas dire qu'il faut exclure les sites qui n'ont pas d'audience ou une faible audience, parce qu'il faut aussi aller vers ces mesures professionnelles pour savoir qui fait quoi, même pour la publicité. Et c'est vrai que l'État voudrait, avec les marchés publics ou les annonces de marchés publics, soutenir ou si vous voulez appuyer la presse électronique d'une certaine manière, parce qu'elle a besoin de soutien. Vous savez actuellement que sur le plan géostratégique et politique, il y a une guerre qui est déclarée par les uns et les autres, à travers notamment Internet. Vous savez, toutes les informations qui sont sorties, ces informations sur Pegasus, le logiciel d'espionnage israélien ou les autres mécanismes. Il y a même des sites qui sont hackés, qui sont attaqués. On a vu ce qui s'est passé pour le site de l'APS. Actuellement, pour le site de l'APS, on utilise aussi l'Internet pour les médias électroniques pour essayer de susciter des conflits, susciter des guerres, susciter des haines, susciter beaucoup de choses, des confusions. Et donc c'est pour ça qu'avoir une presse électronique algérienne, domicilié en Algérie, renforcé et solide, avec des règles de publicité claires et transparentes aussi, et des règles législatives, est important, parce que le contenu médiatique algérien doit être aussi, pas uniquement les chaînes de télévision, qui doivent aussi être régularisées à travers la loi sur l'audiovisuel avec les décrets d'application, j'espère qu'ils vont sortir bientôt, mais aussi les médias électroniques, en plus bien sûr des journaux, parce que les médias, c'est un système national de médias qui comprend tous les segments et toutes les formes d'expression. La presse électronique, je pense qu'elle a largement sa place en Algérie, que ce soit en arabe ou en français. Alors, si on parle aujourd'hui de la presse électronique, il y a aussi le débat presse électronique francophone et arabophone. Oui. Aujourd'hui, il y a un recul de la presse électronique, que ce soit électronique ou presse écrite en français, et une avancée considérable de la presse électronique et aussi de la presse écrite en arabe. Aujourd'hui, ce paysage médiatique algérien et même, disons-le, maghrébin, est en constance évolution, et aujourd'hui, il y a un paysage de mosaïque qui s'installe sur la scène internationale. Aujourd'hui, par exemple,
il y a des pays qui ont des sites électroniques en arabe, alors ce ne sont pas des pays arabes. Je cite l'exemple de France 24, par exemple, qui a un site en arabe et en français et en anglais. Al-Hurra aussi. Aujourd'hui, Russia Today est-ce que aussi. le Russia Today, Sputnik aussi, également. Donc aujourd'hui, la langue, est-ce qu'elle est importante dans les médias digitaux? Oui, elle est importante dans la mesure où, chez nous, l'audience est plus en langue arabe qu'en langue française. La langue française, il faut le noter, est en régression manifeste constante, dans le pays. Et je plaide aussi, peut-être que Hassan sera d'accord avec moi, même Reda, pour qu'il y ait des sites électroniques algériens puissants en langue anglaise. Et pourquoi pas en langue espagnole et pourquoi pas aussi en langue chinoise, le mandarin, etc. Parce que le monde est en train d'évoluer rapidement. Et si on veut parler à ce monde, nous devons aussi utiliser les langues. Justement, Hassan, je reviens vers vous. Vous êtes anglophone, vous parlez anglais, vous avez fait des formations aux États-Unis. Pourquoi vous n'avez pas justement fait une version en anglais de votre site? Mais écoutez, la version anglaise nécessite des rédacteurs. Du site et également quelques rubriques en anglais sur le magazine Injazet. Donc c'est un projet qui est en gestation, mais il suffit juste de trouver les journalistes. Est-ce qu'il y a un lectorat anglophone en Algérie aujourd'hui? Mais je crois, oui. Construction, oui. Il existe. Beaucoup de jeunes s'intéressent à l'anglais. Oui, effectivement, quand on voit les startups par exemple, moi j'ai eu l'occasion de couvrir beaucoup d'événements de start-up, ils sont vraiment branchés anglais. Hein. C'est des gens qui, en fait, c'est des jeunes qui ont mené leur projet en anglais et qui parlent et qui maîtrisent la langue de Shakespeare. Donc, un clin d'œil pour ces jeunes-là. Et ça va être l'avenir. Mais je dirais encore plus... Dans la mesure où l'anglais va entrer au primaire. Oui. Donc et puis le futur lectorat, il sera en anglais. Oui. Mais il y a aussi le dialecte algérois. Quand on parle de la presse arabophone, on voit sur les grands titres qu'on connaît, la presse traditionnelle, parfois on voit par exemple un titre qui dit, par exemple, la bourse de Square pour Saïd, c'est le dialecte. Mais ça capte. Donc on peut avoir des médias électroniques qui s'expriment en dialecte algérien. Donc, parce que l'objectif dans les médias, en fait, c'est de transmettre le message. Si le média électronique s'intéresse à qu'un événement avec une langue, d'un dialecte algérien, ça peut vraiment transmettre le message aux lecteurs, en fait, aux auditeurs, aux lecteurs, et voilà. Yasmine Bouchan, je ne sais pas si vous êtes encore avec nous, Yasmine. Allô? Oui, Yasmine, bon. Je suis avec vous. Je voudrais revenir un petit peu sur votre aventure médiatique. Alors, Viniculture est un site qui marche bien, qui progresse, qui se développe. Aujourd'hui, est-ce que vous avez pensé à faire une version en arabe, sachant aujourd'hui que la culture, elle est très présente dans le paysage et le monde arabe? Oui, nous travaillons d'ores et déjà sur une version arabe, ainsi qu'une version en anglais, comme l'a bien précisé votre invité. Il y a de plus en plus d'anglophones, en particulier parmi les jeunes, donc on n'a pas nécessairement envie de les exclure. Donc il y a une version qui doit être au minimum bilingue qui arrive côté Viniculture, sachant que aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, on publie énormément pas en arabe nécessairement, mais en darja. À nos yeux, même si les gens ne parlent pas nécessairement arabe dans leur vie quotidienne, ils communiquent en darja, et l'important c'est surtout justement de vulgariser n'importe quel contenu dans la langue qu'ils maîtrisent. Alors justement, on parle aujourd'hui d'audience. Est-ce que l'audience, elle est importante pour le développement d'un site électronique? Il y a beaucoup de sites qui un petit peu boostent leurs fans sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le contenu reste une grande bataille pour s'affirmer sur le paysage médiatique, sachant que vous qui venez de la presse écrite et comme nos amis qui sont ici sur le plateau ont une expérience de rédaction, aujourd'hui, vous faites face quand même à la concurrence ce qu'on appelle du média ou de l'écriture simple pour diffuser l'information.
Oui et non, dans le sens où je pense qu'à un moment donné, le public sait aussi faire le distinguo. Dans le sens où il peut faire la différence. Je ne sais pas si je les appelle les médias, mais c'est des gens qui vont traiter l'information de manière assez rapide et avec parfois des fautes, des copies et autres. Tandis que l'important à mes yeux, c'est surtout de vraiment construire une image et une crédibilité. Donc j'ai envie que demain, si une information paraît chez nous, les gens puissent y croire et ne pas remettre ça en cause quand il arrive. Il nous est arrivé de donner souvent des exclusivités, des scoops, et les gens n'ont absolument pas remis en question le fait qu'on le faisait. Alors, il y a aujourd'hui des sites électroniques qui se transforment en télévision. Hein. On voit quelques sites qui créent carrément des plateaux pour faire des interviews, mais aussi des émissions. Aujourd'hui, est-ce que la presse électronique peut, disons, concurrencer la télévision? Alors, vous me rappelez la théorie de la convergence qui est apparue dans les années 90, enfin des années 80-90, qui justement disait Internet va faire disparaître les autres médias. Et je n'y crois absolument pas. Vous n'y croyez pas? Oui, en 2023, nous sommes en train de nous parler grâce à un plateau télé. J'écoute encore la radio, je lis encore des journaux. Donc je pense que au lieu de les faire disparaître, il y aura des évolutions et partout, médias électroniques inclus. Il y aura des transformations, certes, mais ça ne veut pas dire qu'ils disparaîtront pour autant. Merci beaucoup Yasmine Bouchen. Je rappelle que vous êtes éditrice du site Viniculture et ancienne journaliste d'Al-Watan. Merci beaucoup Yasmine. Alors messieurs, aujourd'hui, le site électronique ou le journal électronique est-il, on le sait, il est concurrent de la presse écrite, mais est-il réellement un concurrent de la télévision? Oui, il est concurrent de la télévision. Je suis d'accord avec Yasmine par rapport à ce que disait déjà dans les années 50. La télévision va faire faire disparaître la radio. Le cinéma déjà. Le cinéma est toujours là. Et on avait dit aussi que la télévision va disparaître, la radio est toujours là. On avait dit que la presse électronique va faire disparaître les journaux, et les journaux sont toujours là. Donc je pense que il y a des lecteurs du journal qui adorent lire le journal le matin en prenant un café. Il y a ceux qui lisent les sites électroniques la nuit. Il y a ceux qui adorent regarder toujours les feuilletons télévisés, vous le savez très bien. Ceux qui suivent le journal de 20 heures. Donc il y a un public pour tout. Maintenant, il faut seulement s'adapter. Les sites électroniques, oui, ils peuvent concurrencer, d'autant plus qu'il y a des sites qui produisent, TSA à un moment donné, produisait de la vidéo, des interviews. Tout à fait. Donc vous animez une émission. J'avais animé plusieurs. Vous avez créé un espace d'interview qui marche très bien. Qui marche très bien parce que c'était une période électorale et politique, etc. Je pense que oui, et parfois les télévisions reprennent de ce que font les sites électroniques et les diffusent à l'antenne. Donc je pense que c'est pour ça qu'on parle de multimédia. C'est pas uniquement l'écrit, parce que la presse écrite, c'est aussi la radio. Parfois, il y a des contenus radio, c'est aussi la télévision et c'est aussi la presse écrite. Donc, à mon avis, il y a de la place pour tout le monde. Et chacun aura la possibilité de choisir. Reda Harirash, on te laisse le dernier mot. Oui, Hassan. Reda Harirash, vous voulez intervenir? Oui, c'était juste pour dire que la presse électronique ne va pas donc bouleverser complètement les médias. C'est juste une option supplémentaire qui permettra à la même personne, ça peut être une femme ou un homme, de choisir au cours de la journée. À un moment donné, elle est davantage disponible pour regarder le JT, le journal télévisé. À un autre moment, elle peut davantage jeter un coup d'œil sur son portable. C'est comme ça qu'il faut prendre la chose. Alors, il y a une chose très importante qu'on découvre dans Google Analytics quand on regarde un petit peu qui lit le site électronique. On voit par exemple dans la journée, vous avez beaucoup qui lisent sur le laptop. Dans la nuit, c'est beaucoup plus les gens qui lisent sur le smartphone. Et peu de gens qui lisent sur la tablette. N'est-ce pas, Hassan? Oui, en fait, moi, sur cette histoire de presse électronique, en fait, du paysage médiatique en général, je voudrais dire qu'il y a une complémentarité. Il y a une complémentarité. Et la presse électronique, il y a une enquête qui a été, enfin, un sondage qui a été effectué en France. Et pratiquement, c'est pour ça qu'on trouve le 20 minutes, le métro. Oui. Pourquoi? Parce que les gens consacrent le quart d'heure dans les transports communs
en commun pour lire le journal. Pour s'informer. Donc, ce qu'on appelle l'information sandwich. Rapide. Mais par contre, par exemple, si on prend le magazine qui ne traite pas, moi j'ai l'expérience de manager un magazine mensuel qui ne traite pas de l'information factuelle. Mais par contre, c'est des dossiers, des thématiques autour de 60, parfois 30, 40, 60 pages, où tous les acteurs qui sont concernés par les thématiques, ils s'expriment dans le dossier. Il y a une plus-value, il y a une valeur ajoutée rapportée par un média spécialisé. Voilà, merci Hassan Tamara. Je rappelle que vous êtes éditeur du site Times Algérie, mais également du magazine Injazat. Je pense que vous me donnez l'envie de faire une émission spéciale magazine, parce qu'il y a beaucoup de magazines qui ont disparu, parce que le monde appartient à la presse rapide et la presse électronique ou la presse écrite, la presse magazine a toujours sa place. Oui, toujours sa place. Même par exemple, Der Spiegel, c'est parmi les plus gros magazines. Tout à fait. C'est intéressant. Mais il y a une transformation numérique. Il y a une transformation numérique qui s'est installée. On cite l'exemple de Paris Match, qui aujourd'hui est plus lu sur le site que sur... Il ne donne pas tout, hein. Mais c'est bien de consacrer toute une émission au périodique, tout à fait. Médias merci beaucoup, merci. Merci beaucoup Hassan. Merci. Défend bien la cause des périodiques. Voilà. Merci Faisal, merci Reda. Voilà, cette émission est à présent terminée. Je rappelle qu'il était avec nous Yasmine Bouchen, directrice du site Viniculture. Et voilà, on a fait un peu le tour du paysage audiovisuel, paysage médiatique électronique. On consacrera sûrement d'autres émissions à ce sujet-là. Je vous dis bonsoir, merci d'être avec nous sur Al24 News.